Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission. On espère que vous êtes en bonne forme ce matin. En tout cas, c'est notre cas. Allez, on va commencer tout de suite avec Karl. De quoi vous allez nous parler ce matin? On va prendre les chemins de l'esprit en votre compagnie. Les chemins de l'esprit, sans doute de la philosophie. En tout cas, on parlera d'un certain Thomas Hobbes. Ça me dit quelque chose, ça. Petit souvenir. Ouais. D'accord. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez, après les chemins de la sagesse empruntés par Karl, ceux de la sécurité routière, qui sont malheureusement un peu moins apaisés, nous vous présenterons deux initiatives pour faire baisser la mortalité chez les automobilistes, mais aussi chez les cyclistes, car ne l'oublions pas, la route se partage. Nous écouterons aussi le témoignage des parents de Mélodie qui a perdu la vie dans un accident de la route et qui font eux aujourd'hui de la prévention auprès des jeunes. Et puis nous évoquerons également le salon de l'étudiant qui se tiendra pour la première fois à Vannes le samedi 5 octobre, un salon qui revêt une importance particulière dans le contexte de la réforme du lycée et du bac. Voilà pour le menu du jour. Le thème aujourd'hui, vous le savez, c'est la sécurité routière. Et bien tout de suite, un petit préambule en images. Bon, allez, appuie sur le champignon, on va être en retard. Ah non, sécurité routière oblige, mon ami. Si aujourd'hui presque tout le monde est sensibilisé à la question de la sécurité routière, cela n'a pas toujours été le cas. C'est en 1972, année où la France bat le triste record du nombre de morts sur les routes, que la politique de sécurité routière est mise en place. Et ça a plus que bien marché. En 45 ans, le nombre de tués sur la route a été divisé par 6. Un exploit quand on sait que le nombre d'automobilistes, lui, n'a cessé d'augmenter. Merci entre autres à la ceinture de sécurité, aux fortes limitations de vitesse, aux casques pour les deux roues, aux éthylotests ou encore, et oui, il faut bien l'admettre, aux radars. En 2018, après 5 années à la hausse, on a atteint un record à la baisse, avec seulement, si on peut dire, 3259 morts. Aujourd'hui, on fait davantage attention aux excès de vitesse et à l'alcool, mais le fléau, c'est le téléphone. 70% des automobilistes avouent l'utiliser au volant, ce qui fait que le téléphone est impliqué dans plus d'un accident sur 10. Mais la sécurité routière n'a pas dit son dernier mot. Toute une série d'innovations arrive. Attention, 400 super radars résistants et ultra performants vont être installés en 2019. Ils seront capables, par exemple, de voir si le conducteur téléphone ou ne porte pas de ceinture. Alors, toujours envie d'appuyer sur le champignon ? Un peu moins là du coup, un petit peu moins. Hein, ça nous a tous calmés quand même. Bon, des chiffres, oui, qui sont parlants, qui sont forts. Didier de Habreux, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes chargé de mission, la route se partage à la délégation à la sécurité routière, un service du ministère de l'Intérieur. Présentez-nous ce dispositif, la route se partage. Tout est dit en fait dans ces quelques mots, mais ça mérite quand même quelques explications. Merci de me dire qu'en quelques mots, on arrive à comprendre à quoi on veut parler, à ce qu'il faut parler. On veut parler des automobilistes et des cyclistes. Alors l'idée est née en 2012, grâce à Thierry Baudet, qui est le chargé de mission, la route se partage aussi, puisque nous sommes deux missions, chargés de mission, qui un jour est rentré dans mon bureau pour me dire je suis cycliste, il y a trop de problèmes. Il avait un ressenti de risque. Bon, alors moi je suis. C'était pas qu'un ressenti en plus, hein, c'est vraiment. Moi je suis plus terre à terre, mon métier faisait, donc j'ai pris les statistiques. C'est son métier. Et là, oui, je me suis aperçu qu'on avait, et vous l'avez bien dit, une baisse générale de l'accidentologie en France. Par contre, au niveau des cyclistes, on avait quand même une hausse, et donc on s'est dit à ce moment-là, il fallait faire quelque chose. Là, on était en 2013 quand l'opération est née. En 2018, du côté des cyclistes, quelques petits chiffres peut-être pour poser un peu des bases très concrètes. Combien y a-t-il eu de morts du côté des cyclistes en 2018 ? Alors 175 morts en 2018, et un petit rappel, en 2013, c'était 164. Voilà, ça, c'est au niveau de la France. Et en Bretagne, je crois qu'ils c'était 10 morts. Donc 10 morts. Et en 2013, il y avait 11 morts. Ouais, et à peu près 284 blessés. Et 284 blessés, oui, tout à fait. Sachant qu'un Français sur deux a un vélo, et que 95% des cyclistes sont aussi des automobilistes. Donc, il faut arriver à quoi ? À dissiper cette incompréhension finalement entre les deux, entre cyclistes et automobilistes ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu quand même qu'en 2013, on savait très bien qu'il y avait une volonté, que ce soit des collectivités, des personnes, peut-être que vous faites du vélo, de prendre ce vélo-là et cet usage de route allait augmenter. Et donc, avec le risque entre les automobilistes et les cyclistes. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de cette opération de la route se partage, qui est aujourd'hui menée dans 80% des départements en France, c'est de pouvoir
de permettre une meilleure cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes. Ouais. C'est pas aisé, mais en même temps, on essaye sur le terrain de mettre des actions. Ouais, dans la pratique, hein, on sait que vous faites du vélo, Karl. Oui, j'en fais énormément. Ouais. Ça se passe comment avec les automobilistes? Ça se passe parfois de façon extrêmement tendue. Je dois vous avouer à ma décharge que j'ai déjà dégommé 2 rétroviseurs de voitures qui m'avaient vraiment fait des crasses inouïes. Et donc, par réponse, je file un grand coup de latte dans le rétro de la... Donc, ça se termine forcément mal. C'est moi qui suis l'imbécile de l'histoire, mais en même temps, c'est... Voilà. Alors, Voilà, bien il a sûr, tout avoué. je vous le conseillerais pas naturellement. Par contre, c'est vrai que, et vous avez raison, c'est-à-dire qu'il va falloir habituer les automobilistes à comprendre que la route ne leur appartient plus, on va dire, comme ils l'ont connu. Donc c'est vrai qu'il y a des changements qui vont arriver, qui arrivent déjà, en tout cas sur Rennes, mais aussi aux cyclistes de comprendre que la voirie appartient aussi aux automobilistes. Et aujourd'hui, on a quelques incompréhensions, on va dire, entre les cyclistes. Bon, certains ont des vélos d'assistance électrique, il y a les trottinettes, bon voilà, on va pas en parler, il y a ça en plus maintenant. qui va arriver, les cyclistes, et donc il y a une incompréhension entre les automobilistes et les cyclistes. C'est pour ça que l'opération de la route se partage, c'est vraiment quand on voit les personnes, que ce soit dans les manifestations, on en parlera peut-être dans les entreprises et les écoles, c'est bien de faire passer un message de sensibilisation aux deux. Vous avez raison de le dire, parce que c'est vrai que moi je parle des automobilistes qui font des crasses aux cyclistes, mais le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a des cyclistes qui se croient vraiment tout permis, et c'est juste impossible, quoi. Exactement. Alors, l'un des biais, justement, pour sensibiliser les cyclistes, par exemple, ça a été Tour de France. Effectivement, c'était la meilleure des façons de les toucher, c'est sûr. Arriver sur le Tour de France et parler aux cyclistes, mais aux automobilistes, puisque en même temps. voilà, c'est ça, puisque là on a quand même, on annonce 13 millions de personnes qui regardent le Tour. Bon, France Télévisions, chaque année vous le relayez, donc c'est un point important. Et donc avec l'accord de Christian Prudhomme, qui est le patron du Tour de France, et Emmanuel Barbe, qui est le délégué interministériel, il y a une convention qui a été signée et qui permet donc à l'opération de la route se partage de mettre un dispositif un peu innovant. Donc, alors innovant sur la caravane un peu moins, c'est-à-dire il y a quand même 2 voitures qui sont présentes avec un message « je double, je m'écarte », le fameux 1,50 m. C'est pour ça que rappelez-nous ces règles-là qu'on doit bien retenir. Donc 1,50 m, c'est pour dépasser un cycliste hors agglomération. Hors agglomération. Voilà. Et 1 mètre en ville. 1 mètre en ville. Voilà. Donc ça, je dirais que quand les gens vont écouter l'émission, s'ils ont un message, alors il y a peut-être un deuxième après, mais en tout cas ce message-là, c'est de dire, voilà, vous êtes hors agglomération, vous avez un cycliste, laissez cet espace suffisant d'1,50 m, parce que c'est ce qui va permettre au cycliste de se sentir en sécurité. Si à un moment il y a un nid de poule, de pas faire un écart et de pas vous toucher. Donc ça, c'est un point important. Et ça, c'est vrai que ça, c'est la voiture caravane. Et ensuite, il y a surtout les stands. Les stands où on peut sensibiliser. Cette année, il y avait 20 départements, 28 stands et plus de 30 000 personnes qui ont pu être sensibilisées. Et donc, on les sensibilise avec des quiz, avec des voilà. Nous, on adore les quiz. Et je vous le dis tout de suite, vous avez le droit de tester sur nous. Allez, c'est parti. On va tester une première question. Allez, toute simple. Je vous ai parlé de 1,50 m. Et une ligne. C'est justement la taille de Laurence. On va arrêter avec ça. Ça me vexe même pas. Faites gaffe à vos rétros, vous. C'est ça. Donc, une ligne continue ne peut être jamais chevauchée. Alors, sauf pour doubler un vélo. C'est-à-dire que quand vous êtes derrière un vélo, vous avez une ligne blanche, la route est dégagée, est-ce que vous avez le droit de doubler le cycliste ? Moi, je dirais non, pas pour chiper la ligne blanche. Je reste très cartésien maintenant. Oui, moi je pense que non aussi. Je pense que non. Alors, on va dire que je dirais pas que vous avez passé le permis depuis moins de 3 ans, mais j'espère que voilà. Mais bon, depuis, il faut savoir que depuis 2015, même 4 ans, depuis juillet 2015, vous avez le droit, quand vous êtes automobiliste, de chevaucher la ligne blanche pour pouvoir doubler en toute sécurité le cycliste. Donc, c'est-à-dire que vous le laissez tranquille, lui, il est en sécurité, et vous doublez aussi tranquillement. Bien sûr, vous doublez quand personne n'arrive en face. Ça, c'est une première question. Il y en a 5 sur les adultes. Et je vais poser la question qu'on pose pour les enfants. Allez, une question. on y va. Voilà. On a intérêt à savoir répondre, parce que sinon, je vous dis pas la réponse. Voilà. Donc, est-ce qu'un enfant a le droit de rouler sur un trottoir en vélo? Et si oui, jusqu'à quel âge? Moi, j'ai envie de dire non. Non. Je vais tenter oui jusqu'à 10 ans, pour faire le débat. D'accord. Allez, on va voir. Donc, oui, jusqu'à 8 ans. Ah, d'accord. Jusqu'à 8 ans. Pas mal. Jusqu'à 8 ans. Bon. Après, bon, je ne rentre pas dans pourquoi, c'est un terme physiologique, enfin voilà. Ouais. Et quand même, je rajoute, le casque
Et là, je ne vais pas poser un quiz, je vais le poser. C'est-à-dire que le casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est un point très, très important. Fortement conseillé pour tous, en fait. Et fortement. Oui, évidemment. Alors, Didier, ça tombe bien que vous parliez des enfants parce que ça, c'est un des points essentiels pour vous. Vous vous battez d'ailleurs pour faire de la prévention dans les écoles et vous avez récemment signé une charte sur le savoir rouler. Alors, qu'est-ce que c'est le savoir rouler et cette opération? Alors, l'opération La route se partage, elle a même d'amener des actions dans les entreprises et dans les écoles. Les écoles primaires, un peu plus, mais en tout cas dans les écoles primaires. Pourquoi? Parce qu'en touchant les enfants aux primaires, on se pose des questions de dire que voilà, ils vont déjà savoir que ça peut être dangereux, c'est malheureux, mais enfin, les gens disent on diabolise. Non, ça peut être dangereux. Par contre, ils vont passer le permis, veut dire à 16 ans maintenant, on a le droit, 16-17 ans, on peut commencer à conduire d'accompagner. Donc, ils vont se rappeler, ils vont changer leur esprit. Et donc, il y a cette fameuse charte qui a été signée par la ministre, les différents 4 ministres, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y a 4 ministres, des associations et des services qui font du vélo pour mener des actions avec des blocs dans les écoles, des blocs 1, c'est-à-dire que CP, CE1 pour apprendre à faire du vélo, c'est-à-dire la maniabilité, pas avoir peur du vélo, CE2, CM1, là apprendre le code de la route, vraiment, c'est-à-dire les panneaux, la connaissance du panneau, c'est ce que l'on fait avec les quiz et les marque-pages, et en CM2, là on réapprend tout, et surtout on fait une sortie ou deux à l'extérieur, et là on va auprès des autres usagers de la route pour pouvoir circuler en toute sécurité. Et ça, vous espérez que dans les 2 ans à venir, ce soit un dispositif qui soit mis en place dans toutes les écoles? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors, est-ce qu'on est en retard en France? On va terminer avec cette question. En termes d'infrastructures cyclables, parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément hyper en avance. Je suis mal placé parce que là, je voyais que si vous touchez les rétroviseurs, c'est que vous êtes sur la même voie que les automobilistes. Oui, donc c'est qu'il y a un petit souci. Alors, pas forcément, parce qu'il y a pas mal de voitures qui chevauchent sans aucun problème les pistes cyclables, ou alors qui s'arrêtent, vous savez, au feu sur les emplacements réservés au vélo. Ça fait partie d'une des questions. Ça fait partie d'une question, et ça, vous avez raison de dire cela. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher, la France est en retard au niveau infrastructure par rapport à d'autres pays. On a parlé Danemark, Pays-Bas. Mais en ce moment, il y a des évolutions qui se font. Il y a la loi mobilité qui va sortir en tant que telle, donc qui va donner des possibilités aux associations, mais aussi aux collectivités. Ça, on ne le sait pas trop. Donc, merci. Elles peuvent bénéficier d'aide. Exactement, d'aide financière en demandant, en déposant des dossiers pour améliorer leur circuit cyclable, ou en tout cas d'inventer leur circuit. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Ils peuvent déposer et demander les dossiers au ministère des Sports et à l'Adréal, Bretagne. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On peut retrouver d'ailleurs toutes vos infos sur la page Facebook La Route se partage. Merci beaucoup. Alors la route se partage, effectivement, mais elle tue parfois aussi, malheureusement de façon tragique. Je vous propose d'écouter tout de suite un témoignage très fort, celui des parents de Mélodie, recueilli par Billy. Marie-Rose, Michel, bonjour. Bonjour. Alors, on est venu ce matin vous voir parce que vous voulez nous présenter une association qui s'appelle, du coup... Mélodie, les clés pour la vie. Ok, alors Mélodie, les clés pour la vie. Donc un prénom dans cette association, la raison de la création de cette association et le but de cette association. L'association porte le nom de notre fille, en fait, que nous avons perdue dans un accident de la route il y a 14 ans, un peu plus de 14 ans. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais suite à cela, il y a eu une longue réflexion et un instinct qui nous a poussés, en fait, à lutter contre l'insécurité routière. Parce qu'on va préciser que notre fille a été victime d'un conducteur alcoolisé. Ok, donc l'insécurité routière, il y a différents thèmes. Oui, c'est très large. Et vous spécialisez dans un thème ou alors vous voyez les choses de façon plus générale? Alors en fait, l'association a 2 postes principaux, on va dire. C'est le premier, on fait de la prévention dans les établissements scolaires toute l'année. On rencontre des centaines de jeunes, donc à partir de 17 ans à peu près. Et le second, c'est l'aide aux victimes. Okay. Et bon, sinon, il y a encore un troisième quand même qui est la défense de nos valeurs de sécurité routière en quelque sorte. Alors du coup, concrètement, Marie-Rose, lorsque vous arrivez dans un lycée, vous faites quoi comme action auprès de ces lycéens-là? Alors là, il n'est pas question de leur apporter des chiffres ou de la morale ou quoi que ce soit. Ça, la morale, c'est les parents. Hein. Non, nous, on intervient sous forme de témoignages, donc avec des mots assez forts, avec
mais bon, après, c'est difficile d'expliquer comme ça. Et en tout cas, on fait passer une certaine émotion. Ils se projettent en fait dans l'histoire de Mélodie, parce qu'en fait, sa vie, leur vie et sa vie à elle, même si quelques années ont passé, en fait, la situation est toujours la même. Elle est similaire, quoi. Tout à fait. Justement, j'avais une question. Il y a des retours là-dessus sur les étudiants ? Oui, il y a de nombreux retours par mail, par les réseaux sociaux, etc. Et aussi en visuel, enfin de visu, j'ai envie de dire, puisque lorsque on se trouve sur des stands de prévention, sur des fêtes par exemple, des jeunes viennent nous voir spontanément. Bon, nous on les reconnaît pas, mais eux nous disent voilà, je vous ai vu là et depuis, quand je monte dans ma voiture, à chaque fois je pense à vous et voilà, si je vous sais. avez un message impactant qui a ça fait c'est une évidence. De toute manière, si on n'avait pas ces retours-là, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. En plus, à chaque intervention, on leur donne la possibilité de prendre. On a fait faire des petits bracelets silicone. Au nom de l'association, ils prennent ou ils prennent pas. Là, on s'occupe pas de ça. Oui. C'est leur choix. Par contre, c'est un petit peu un contrat moral, quoi. Voilà. Vous prenez. Ils s'engagent du coup à ne pas boire. Vous le prenez, mais vous vous engagez à ne pas conduire alcoolisé. C'est tout. On leur fait confiance, on leur dit c'est une question d'honnêteté. Si vous prenez le bracelet. Contrat moral que vous avez passé. Voilà, mais on revoit des jeunes qui nous disent j'ai le bracelet à mon rétro, j'ai le bracelet à mon levier de vitesse, des choses comme ça. Qui nous prouvent que notre discours n'est pas vain en fait. Okay. Non, et au niveau des actions, donc on a bien un peu compris au niveau des étudiants, et au niveau d'autres actions du coup qu'on pourrait faire aujourd'hui vraiment concrètement. On aimerait bien qu'il n'y ait pas que des paroles en fait, parce que c'est bien beau de dire on va faire ça, on va faire ça. On aimerait bien en fait que les solutions il y en a et on aimerait qu'elles soient vraiment appliquées. On parle notamment au niveau de l'alcool, au niveau de l'antidémarrage, sur les véhicules par exemple. Techniquement, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Ça existe d'ailleurs, puisque sur je crois que c'est les transports en commun, il existe. Il y a déjà, il existe. Je sais Maintenant, il y a eu des formations sur... dans chaque département, il y a au moins un garage habilité, agréé. Parce qu'on peut le rajouter aujourd'hui si on veut sur son véhicule. Oui, bien sûr. Ça fait partie des peines complémentaires. D'accord. Si la personne, sauf que malheureusement au niveau de la justice, c'est très peu mis en place. C'est très peu mis en place. Mais j'ai quand même envie de dire, bien sûr, les gens, je pense que ce sera mis en place dans l'avenir. Les gens râleront, évidemment, ça c'est une obligation. Dans un premier temps. Sauf que là, il s'agit de sauver des vies. Il s'agit du vivre ensemble, justement. Il s'agit de protéger la vie de chacun, de ses passagers, des personnes qu'on va rencontrer. Et puis ça, au bout d'un moment, je pense que, avec la baisse des tués, des blessés, etc., les gens seront bien obligés de comme le système des capitaines de soirée qui a pris quand même du temps à se mettre. Mais et ça, suite au taux zéro, justement. Je vais même rajouter, on fait des sondages aussi auprès des jeunes quand on les rencontre, on leur pose des questions. On leur demande qu'est-ce que vous pensez si on vous mettait d'autorité un antidémarrage. Et alors le retour ? Ils sont à plus de 95%, ils sont pour un antidémarrage. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que cette nouvelle génération qui arrive a vraiment pris conscience de ça. La réponse c'est oui, comme ça on sait à quoi s'en tenir et puis voilà. Il n'y a plus de problème, on ne se pose plus la question, alors, quand même, on peut pas. Un bel avenir va s'ouvrir à nous. Normalement, les choses ne sont pas moi j'ai une grande confiance dans les jeunes qu'on rencontre. Oui. Bon. Eh bien, écoutez, nous, on a l'habitude de dire dans cette émission qu'ensemble, c'est mieux. On a bien compris avec vous, et je vous remercie beaucoup, Michel et Marie-Rose, qu'ensemble, c'était mieux et qu'on avait des vraies solutions. Merci. Donc, les industriels, attention, on a dit la petite pipette avant de démarrer. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci Billy pour ce beau témoignage recueilli. La sécurité sur la route, c'est aussi remettre à jour sa connaissance du code de la route, surtout quand on a passé le permis il y a longtemps, voire très longtemps, n'est-ce pas Justine Guiriec ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes ergothérapeute du dispositif VASI. Alors, qu'est-ce que ce dispositif ? Présentez-le nous, s'il vous plaît, parce qu'on ne le connaît pas forcément. Donc, VASI, c'est un dispositif en fait, de prévention pour les Finistériens qui ont 60 ans et plus. On est bien ancré dans le Finistère, qui est porté par la Fondation Eldis, en fait, qui est un établissement de santé dans le Finistère toujours. Et on propose des actions plutôt collectives de prévention, mais aussi individualisées en fonction des besoins, et notamment sur le thème de la mobilité pour les personnes de 60 ans et plus, pour proposer des formations continues, parce que quand les conducteurs ont passé leur permis il y a plus de 50 ans, depuis le trafic a bien évolué, voilà,
les conditions de route, les panneaux, les règles et leur capacité aussi. Et ce qu'ils ont appris à l'époque n'est plus d'actualité forcément aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de proposer aux gens de se mettre à jour pour continuer à conduire le plus longtemps possible. Donc sur les routes, il y a sous 2 volets, hein, la révision du code de la route et la mise en situation. Exactement, parce que je travaille en binôme avec mes collègues ergothérapeutes et avec un moniteur d'auto-école de l'association Feu Vert Mobilité de Brest, de l'association Don Bosco, où on fait des audits de conduite, des séances en fait, sur leur trajet du quotidien pour redonner confiance aux gens. L'idée est de continuer vraiment à conduire. On n'est pas là pour retirer le permis aux gens, c'est pas notre autorité, mais plutôt les accompagner pour reprendre confiance, qu'il y a beaucoup en fait, de situations où les gens perdent confiance au fur et à mesure de coups de klaxon, de situations incomprises, voilà, des travaux, des déviations, des choses comme ça. Donc, eh bien, on va voir très concrètement comment ça se passe. Direction Landivisio avec ce reportage d'Arthur Konanek et Gilbert Kefelec. Conduire, un acte anodin qui avec le temps peut se révéler de plus en plus compliqué. L'âge faisant, la vue baisse, les réflexes aussi. De nos jours, en France, ils sont plus de 8 millions de seniors à prendre le volant de manière régulière. Contrairement aux Pays-Bas ou à l'Islande, sur l'Hexagone, aucune visite médicale n'est obligatoire. Parce qu'on se rend compte, des gens bien plus âgés que nous, on voit bien qu'ils sont dans la difficulté, puis qu'ils ne sont plus très attentifs. Et suivant la profession qu'ils ont eue, ils conduisent en regardant dans les champs plutôt qu'en étant axés sur leur route, parce que c'est une habitude de conduite qu'ils ont eue. Mais là, je parle de personnes qui ont plus de 80 ans. Alors, pour ne pas faire fausse route, Michel a fait le choix de la remise à niveau. Il participe aujourd'hui à une leçon de code en breton. Des conseils de professionnels pour parer à la perte de réactivité. Sur le côté droit, l'environnement a complètement changé. Ils ont passé leur permis, pour certains, il y a peut-être 40, 50 ans. Quand on prend une ville comme Brest, par exemple, l'arrivée du tramway, de plus en plus de giratoires, tout ça, ça demande une adaptation et ils n'ont pas forcément été formés à ça. Un manque de formation qui peut avoir des conséquences graves. Dans l'accidentologie, c'est les personnes, les piétons de plus de 60 ans qui meurent le plus souvent dans des accidents. Et puis c'est la même chose pour les conducteurs de plus de 60 ans. C'est eux qui finalement meurent le plus souvent aussi sur la route. Mieux vaut prévenir que guérir. Michel Priser a décidé de revenir pour bénéficier de 3 heures de conduite offertes par la Fondation Ildis. Alors on le voit, hein, vous dispensez les formations en français, en breton également. C'est pas si fréquent. Alors, on est dans le Finistère, c'est aussi une des langues en Bretagne, donc forcément on s'adapte aussi à notre public. Et puis c'est personnellement, pour beaucoup de personnes de l'équipe aussi, un ancrage, dans notre quotidien de Finistérien. Donc, et bientôt en anglais. Bientôt en anglais aussi, parce qu'on intervient dans les 4 coins du Finistère, notamment autour de Carhaix, où il y a beaucoup d'anglais qui se sont installés, qui conduisaient, qui ont appris à conduire aussi à gauche. Voilà. Donc on est là pour les accompagner, pour qu'ils s'intègrent le mieux possible aussi dans le Finistère. Voilà. Alors, on l'évoquait dans le reportage tout à l'heure, hein, il n'y a pas de visite médicale obligatoire en France. Comment on explique ça ? Alors, il y a des visites médicales obligatoires en France, dans certains cas, pour des gens qui ont des problèmes de santé particuliers. Encore faut-il connaître ce processus, parce que c'est quelque chose d'assez confidentiel. Donc, nous, les gens qui viennent nous voir, c'est sur une démarche toujours volontaire. On est là pour vraiment les accompagner pour continuer à conduire, mais on repère aussi quelques personnes qui peuvent avoir eu des soucis de santé ou prendre des médicaments tous les jours pour quelques pathologies chroniques, et on est là pour les accompagner pour en fait faire ces démarches-là aussi pour se régulariser leur situation. Mais en France, actuellement, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de contrôle obligatoire en fonction de son âge, comme il peut y avoir en Belgique, par exemple, ou dans d'autres pays. Mais les infrastructures n'existent pas non plus. Et puis, avant de mettre un contrôle obligatoire, il faut aussi proposer des alternatives aux personnes. Suivi derrière. Exactement, parce qu'on est en zone, notamment dans le Finistère, très rural. Il n'y a pas de transport en commun. Le covoiturage, il a ses limites. C'est beaucoup l'entraide qui fonctionne aujourd'hui pour les gens qui ne peuvent plus conduire. Donc il y a tout ça à réfléchir aussi avant.
Lydie, ça vous fait réagir ça? Oui, parce que c'est exactement cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur le sujet, mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir garder aussi les personnes, les seniors. On va être seniors, nous allons être seniors, et de plus en plus, on va avoir de plus en plus de seniors. Et donc, l'idée aussi, c'est quand même de les permettre, de les garder dans leur ancrage familial. Et c'est vrai que les contrôles aujourd'hui n'existent pas, mais il va falloir faire une adéquation entre le contrôle médical et toutes les démarches avec les collectivités qui vont pouvoir mettre des dispositifs afin d'amener les seniors à aller faire leur marché, aller voir leurs enfants. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas tout le dispositif, tout l'attirail, on va dire, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Heureusement, il y a des relais locaux. Est-ce qu'il existe, par exemple, l'équivalent de votre structure dans d'autres départements bretons? Oui, il existe aussi des dispositifs qui s'appellent Pavasi, mais voilà, similaires pour autant, parce qu'on a des financements en fait, de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, et qui sont distribués sur tous les départements de France. Et donc chaque département en fait, peut financer des dispositifs similaires à Pavasi. Il faut s'informer en fait, auprès des CLIC ou même de sa commune. Donc les CLIC, c'est les centres d'information et de coordination pour les gens qui ont plus de 60 ans. Et je pense que c'est un bon relais pour être informé sur ce qui se passe autour de chez soi. Voilà. Merci Justine, merci beaucoup. Karl, on va continuer à parler de sécurité routière avec vous, mais par contre on va faire un petit retour en arrière. Oui, on pourrait dire ça comme ça, effectivement. On pourrait se poser cette question fondamentale, qui serait une sorte de question philosophique. Qu'est-ce qui fait que nous respectons systématiquement les règles du code de la route? Vous ne les respectez pas toujours avec les rétros, visiblement. C'est pas toujours vrai. Moi, je dis quand on est en voiture, moi, pas forcément quand on est à vélo. C'est wild and free. Non, je alors pourquoi est-ce qu'on les respecte, ces règles du code de la route? Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe notre permis de conduire, il y a une sorte de réflexe conditionné qui va se développer. Le permis de conduire, ce sont des heures et des heures de conduite, des heures et des heures de théorie qui sont là pour nous ancrer dans le cerveau des habitudes de conduite auxquelles on ne doit absolument pas déroger. C'est ça qui est assez étonnant. Souvent, les jeunes disent « Ah, vivement que j'ai mon permis pour être enfin libre ». En fait, le permis de conduire, c'est tout sauf la liberté. Dès que je rentre dans ma voiture, dès que je referme la portière de ma voiture, tout de suite, hop, premier réflexe. La ceinture. Ah non, le siège d'abord. C'est vrai, pardon, oh là là. Deuxième réflexe, la ceinture. Troisième réflexe, le rétroviseur intérieur. Ouais. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas s'abstraire, dont on ne peut pas s'absoudre. C'est totalement impossible. Et ça a été ancré dans notre tête comme une espèce de seconde nature. Une seconde nature qui fait que nos gestes au volant n'ont justement plus rien de naturel. Ah oui, c'est ça. Tout est fait pour que nous fassions pas n'importe quoi pendant qu'on conduit. Enfin, normalement. Oui. Et c'est pour ça que ces règles du permis de conduire, ces règles du code de la route, ces règles de la sécurité routière vont nous rappeler un philosophe anglais du XVIIe siècle, c'est pas grave, on coupera au montage, on coupe pas, pardon, qui s'appelait Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, c'est un penseur anglais, donc au XVIIe siècle, qui va mettre sur le tapis un concept nouveau, une expression nouvelle, semble-t-il, pour l'époque, qui va se résoudre en ces quelques mots: Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. C'est une des phrases les plus connues de la philosophie. Ouais. Ça paraît nouveau à l'époque, seulement ça ne l'est pas du tout. En fait, Thomas Hobbes, c'est un petit malin. Il est allé piquer cette phrase à un dramaturge romain qui s'appelait Plaute. Donc sa phrase la plus connue, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une grosse arnaque, parce qu'il est allé la piquer. On pourrait dire que le Hobbes est un loup pour le Plaute, quelque part. Ah, alors ça, il le dit dans un de ses livres les plus connus qui s'appelle Le Léviathan et qui parle de la paix civile et de la sécurité civile à travers tous les codes et toutes les règles. Ouais, bon, c'est vrai que ça évoque très bien l'agressivité de certains au volant. Je dis ça, je dis rien, je vise personne. Ben oui, c'est ça. L'homme est un loup pour l'homme. On pourrait dire que ça se passe très très souvent au volant. Hobbes va mettre au jour un concept qui est nouveau au XVIIe siècle et qui s'appelle le contrat social. Le contrat social, ça va connaître une grande notoriété, notamment au XVIIIe siècle. Mais le premier à avoir parlé du thème du contrat social, c'est Thomas Hobbes. Qu'est-ce que c'est que le contrat social? En fait, c'est une sorte de stratagème que l'homme a trouvé pour se préserver de sa propre nature. Parce que Thomas Hobbes dresse un portrait de l'homme, de l'être humain à l'état naturel, et c'est vraiment pas un portrait reluisant. Thomas Hobbes nous dit que l'homme à l'état naturel est doté d'un instinct de survie, comme tous les animaux. Le lion va dévorer la gazelle par instinct de survie, la tortue va se recroqueviller dans sa carapace par instinct de survie. Le problème de l'être humain, c'est que nous n'avons ni carapace naturelle, nous n'avons ni griffes acérées, ni crocs acérés comme les lions, on n'a pas grand-chose finalement, on a un corps assez faible, alors la nature
nous a donné comme seul instinct de survie les injures, l'agressivité, l'égocentrisme, bref, le fait de vouloir passer devant tout le monde tout le temps. Cette agressivité qui est tout le temps présente chez nous, eh bien, c'est ça la véritable nature humaine pour Hobbes. C'est pas très reluisant, je veux tout le temps écraser tout le monde. Écraser tout le monde, bah oui, on est bien dans la sécurité routière. Bah mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait comme ça un pic d'injures quand on est au volant? C'est quand même dingue, quoi. C'est dingue. Parce que pour Thomas Hobbes, c'est notre nature. La vie, c'est la jungle. La nature humaine, c'est la jungle. Et donc, ne nous mentons pas, à chaque fois qu'on referme notre voiture, on est un peu comme un animal sauvage qui est prêt à se jeter sur tout ce qui bouge, qui est prêt à passer devant tout le monde, à filer, à faire des queues de poisson à tout le monde. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, alors comment on fait pour se sortir de cette pour nature? se délivrer de cet état de nature, Hobbes dit, pour se préserver en fait de nous-mêmes et de notre propre nature, parce que cette nature est tellement agressive qu'elle finirait par instinct de survie, par faire perdre l'humanité, c'est-à-dire qu'on disparaîtrait parce qu'on a envie de survivre, parce qu'on a envie d'être le premier. C'est très paradoxal. Et donc l'homme qui a un instinct de survie, d'agressivité, mais qui a aussi une raison, décide de créer autour de lui les règles de la sécurité, les règles de la paix civile, et notamment les règles du permis de conduire. Sinon, nous ne serions plus là, l'humanité ne serait plus là depuis longtemps. C'est quand même assez étonnant. Alors, pour conclure cette rubrique, on pourrait dire, et je pourrais donner comme conseil aux amis qui nous regardent, la prochaine fois qu'on vous fait une crasse au volant, la prochaine fois qu'on vous fait une queue de poisson, bref, la prochaine fois que quelqu'un laisse aller sa nature humaine hobbesienne agressive, vous baissez votre vitre et vous lui dites « Espèce d'animal hobbesien, relis donc ton contrat social ». Et là, ça devrait lui en boucher un coin. Ou pas. Ou pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir une charte anti-injure enseignée dès l'école? Ce serait pas mal, non? Bah oui, et le savoir rouler par exemple, je vois, c'est que dès petits, on leur apprend de rentrer dans ce fameux cadre. Et je crois que j'ai trouvé le prochain IDSR, intervenant départemental de sécurité routière, qui va nous faire les opérations dans nos écoles. Je pense qu'il sera parfait. Je crois aussi. Johan, vous êtes du genre à dire des injures au volant ou pas? Non, ou plutôt sage? Bien évidemment. Ah non, bien sûr que non. Politesse comme idée majeure. D'accord, très bien. Bon, vous êtes un exemple pour nous tous. Alors, on va parler des animaux, mais pas l'animal hobbesien, un autre, un chien. Voilà, c'est les conseils de Camille Génissel, notre experte vétérinaire. Aujourd'hui, elle s'est penchée sur les solutions à trouver quand un chien aboie tout le temps. Salut, je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans. Nous avons un problème avec Leiko, notre chien qui aboie souvent à la maison lorsque quelqu'un frappe à la porte ou lorsqu'il entend un bruit inhabituel. On aimerait bien trouver des solutions. Je suis une grande passionnée d'animaux, j'en ai plusieurs. Et aujourd'hui, j'ai hâte d'en apprendre plus sur le comportement des chiens avec Camille. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maëva, bonjour Marie, bonjour Raphaël. Bonjour. Et bonjour Leiko. On va faire des exercices pour apprendre à votre chien à ne plus aboyer de manière intempestive. On y va? On y va. Premier exercice, je vous propose de jouer au panier musical. C'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un va frapper, on va demander à votre chien d'aller dans son panier. Donc on va demander à Maëva d'aller à l'extérieur, faire semblant de frapper. Dès que votre chien va aboyer, tout de suite vous l'emmenez comme ça. Ça doit être du jeu. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, tout de suite, Allez, viens, petit Leiko, vite, on y va. son panier. Voilà, vous lui montrez ce qu'il doit faire. Super. C'est bien. Dans ton panier, voilà, c'est bien. Récompensez-le un maximum. Super. Bravo, Leiko. Ça, c'est super. Je vous propose maintenant de passer au deuxième exercice. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre Leiko, chacun votre tour, dans vos bras. D'accord? On y va. On peut observer que Leiko passe sa langue tout de suite autour de son nez et autour de votre bouche. Ça signifie déjà qu'il est un petit peu mal à l'aise. Ça peut vouloir dire que si votre chien aboie dans d'autres circonstances, c'est peut-être justement parce qu'il est mal à l'aise. On fait l'essai avec Maëva? Oui. Il est très mal à l'aise, on voit bien en fait, il n'est pas menaçant, mais il passe sa langue vraiment sur son nez. On enchaîne avec Marie. Voilà, super. Donc là, on voit aussitôt, il l'a refait plusieurs fois. Donc quand un chien passe sa langue sur son nez ou qu'il tourne vraiment le regard vers l'extérieur, c'est qu'il se sent mal à l'aise. Je vais vous demander à toutes les deux, Marie et Maëva, de partir vous cacher derrière la maison. D'accord? Quand Marie et Maëva vont revenir,
votre chien va aboyer. À ce moment-là, vous allez en profiter pour lui dire d'aboyer pendant qu'il aboie. Marie, Maëva, vous pouvez venir. Aboie, bien. Bravo. De cette manière, vous avez pu associer le mot aboie à son comportement d'aboyer. Donc lui, derrière, il va pouvoir comprendre ce que ça signifie. On résume. Pour que votre chien aboie moins, emmenez-le dans son panier lorsqu'on frappe à la porte et n'oubliez pas de le récompenser. Décryptez lorsque votre chien est mal à l'aise, c'est peut-être pour cette raison qu'il aboie. Associez l'action d'aboyer à son comportement, cela lui permettra de comprendre ce que cela signifie. Qui a utilisé ce genre de conseil. C'est parfait. Vous nous direz si ça a marché. Exactement. On va vous retrouver, Johan, maintenant. Vous êtes le commissaire général des salons de l'étudiant du Grand Ouest, alors, dont celui qui se tiendra pour la première fois au Chorus de Vannes samedi 5 octobre. Exactement. Et parce que Vannes, en fait, c'est tout de même le 3e pôle universitaire de Bretagne, et ça, on ne le sait pas forcément. Non, on ne le sait pas forcément. Alors bien évidemment, Rennes rassemble 2 grandes universités, beaucoup d'écoles pluridisciplinaires, des lycées, etc. Mais historiquement, à Vannes, on a également des formations universitaires, on a également des formations très variées. Sur Vannes, sur Brest, il y a également des formations sur Saint-Brieuc, mais l'enseignement supérieur breton, il est réparti sur tout le territoire breton, avec une capitale académique qui est à Rennes, mais des enseignements notamment spécialisés dans les autres villes de la région. Alors, on est dans un contexte de réforme du lycée et du bac qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce important que les lycéens s'informent justement le plus tôt possible, dès la seconde ? Alors c'est important, puis ils vont pas forcément avoir le choix. C'est-à-dire que malheureusement non, parce que c'est toujours bien de s'informer, ça suscite aussi de la curiosité, ça permet de préparer son avenir dans de bonnes conditions. Mais les lycéens qui sont en première, là, vont être la première génération effectivement à tester le nouveau système du bac. Et les secondes de cette année, on va avoir des choix à faire en fin d'année sur les spécialités qu'ils vont choisir en première. Ouais. Donc pour faire les bons choix, il faut avoir les bonnes informations, comme on le dit toujours. Et là où les salons de l'étudiant, historiquement, parlaient beaucoup de l'après-bac, maintenant, l'après-bac, ça se prépare dès la seconde. Dès la seconde, ouais. Donc, pour pouvoir faire des choix de façon vraiment cohérente et apaisée en terminale, c'est bien de s'y prendre tôt et d'affiner sa réflexion pour faire les bons choix sur la fameuse plateforme Parcoursup dont on parle. Voilà, la fameuse. Voilà. Alors, que va-t-on trouver très concrètement sur ce salon ? Dites-nous tout. Alors, on va retrouver notamment des conseillers d'orientation, des centres d'information. On va retrouver les publications de l'ONICEP. On va retrouver tout un panel d'établissements d'enseignement supérieur, public, privé, consulaire, des formations courtes ou longues, en école de commerce, en école d'ingénieur, en BTS, en classe prépa, etc. L'intérêt aussi de ce salon, c'est qu'il est tôt dans la saison. C'est-à-dire qu'on est début octobre. Il y a plusieurs temps forts dans la saison, d'autres salons, des portes ouvertes des établissements, mais ça permet déjà de se poser, notamment en famille, sur ces questions d'orientation dès le début de l'année, et ensuite, lors des autres temps forts, d'affiner son choix, comme je le disais tout à l'heure, et voilà, pour vraiment préparer son avenir de la façon la plus apaisée et la plus pertinente possible. Et puis il y a aussi des conférences sur ce salon, très importantes, les conférences, elles sont thématiques. Voilà, l'étudiant est un média avec une newsroom journalistique qui est très importante en termes d'enseignement supérieur et donc d'éducation de façon assez large. Et donc nos conférences sont organisées et sont animées par le service journalistique de l'étudiant, donc avec un journaliste qui anime des conférences sur des thématiques, sur une journée assez large, sur les écoles, enfin les formations techniques, sur l'apprentissage, effectivement dont on parle également beaucoup, sur les formations courtes ou longues, sur intégrer l'université, ce qui permet d'avoir des experts en plateau pour parler d'une thématique et ensuite aux jeunes et aux parents d'intervenir, de poser leurs questions et d'interagir avec ces experts-là pour repartir du salon, en tout cas avec plus d'informations que quand ils sont arrivés. Et en plus, il faut préciser que c'est gratuit l'entrée au salon. Il faut juste télécharger, c'est ça, une invitation sur l'invitation vous permet site. effectivement de rentrer plus rapidement, parce qu'on est obligé d'avoir un système de comptage aux entrées, mais le salon est gratuit quoi qu'il arrive. En téléchargeant l'invitation, ça vous permet aussi d'avoir la liste des exposants, ça permet de préparer également sa visite en amont, d'avoir le programme des conférences pour ne pas rater la thématique qui vous intéresse, et voilà, et puis commencer à préparer sa visite pour pas perdre de temps, ne perdre jamais de temps, poser des questions, mais en tout cas aller directement vers les formations qui vous intéressent et à côté découvrir ce dont vous n'avez pas forcément pensé avant. Donc à télécharger sur le site l'étudiant.fr. Voilà.
Karl, est-ce que vous sentez, vous êtes prof, hein, on ne va pas le cacher, vous êtes prof de philo, est-ce que vous sentez une angoisse chez vos lycéens Oui, de l'avenir? Est-ce que vous leur conseillez angoisse. de se rendre dans des salons justement d'orientation? Bien sûr, on les suit énormément au niveau de l'orientation tout au long de l'année. Nous, en tant que profs, il y a également les BDIO, c'est ça, centres d'orientation qui sont dans les lycées, mais on les encourage au maximum à fréquenter ces salons-là parce que la plupart des gens, et je parle en tant que prof, mais aussi en tant que papa, puisque mon fils est en terminale et n'a strictement aucune idée de son orientation pour l'année prochaine. Donc ces salons-là sont souvent déterminants. C'est là que peut se passer le déclic, c'est là où ils peuvent effectivement réfléchir, discuter, échanger pour pouvoir voir un petit peu plus clair dans leur avenir. Et puis, pour cette fameuse réforme du lycée, c'est essentiel, effectivement, parce que c'est tellement nouveau, tellement vaste et tellement complexe qu'un accompagnement est vraiment nécessaire. Donc c'est une très très bonne initiative. C'est très important, on insiste vraiment sur la présence des parents sur les salons étudiants, parce que le but, c'est pas que les parents projettent des angoisses sur leurs enfants, parce qu'eux sont sortis souvent du système scolaire il y a quelques années, il y a beaucoup de réformes qui sont passées d'ici là, et se font des fois une idée assez fausse de ce qu'est l'orientation, des filières qui pensent être bouchées qui ne le sont plus, pensent aussi des fois que l'enseignement supérieur, il n'y a pas tant de passerelles que ça, alors qu'il y en a énormément. Donc on essaie nous aussi d'avoir de la pédagogie envers les parents pour qu'eux aussi soient rassurés et accompagnent leurs enfants dans de bonnes conditions et leur mettent pas de barrières inutiles et les angoissent pas outre mesure. Ça reste un choix déterminant, l'orientation, mais c'est pas... on a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper de filière, ça fait partie du process normal, les études ça peut durer jusqu'à 5 voire plus d'années, donc une perdre une année c'est pas vraiment perdre une année, c'est se former mieux, c'est trouver sa voie et ensuite s'épanouir dans la vie active. Exactement, et pour ceux qui ne pourraient pas se rendre au salon Vannetais, il y aura quand même le salon à Rennes? Oui, alors ensuite un mois après à Rennes en novembre, on a un salon spécialisé sur les formations notamment en santé, sur les grandes écoles et sur les formations notamment artistiques numériques, parce que ce sont des voies qui évoluent énormément, et bien évidemment le premier week-end de la rentrée, après la rentrée en janvier, le grand salon académique de Rennes avec là plus de 400 exposants, 30 000 visiteurs, la grande messe de l'enseignement supérieur en Bretagne. Merci beaucoup, Yohann Fleuriel, merci infiniment. Si vous voulez bien, on va rester en compagnie d'étudiants. À Saint-Brieuc, une jeune polytechnicienne s'est lancée dans la création d'un village de tiny house pour étudiants. Des mini-habitations, vous allez le voir, qui sont économes en terrain et en énergie. Je vous laisse découvrir ce reportage de Catherine Bazy et de Karine Andouche. À 6 km de l'université de Saint-Brieuc, le petit village, c'est son nom, accueille depuis la rentrée de nouveaux habitants. Pour l'instant, on en a 5. À terme, on en aura une vingtaine. Et donc là, c'est les 5 premières tiny house du village. Donc on a Suzy, c'est un modèle unique. Elle est arrivée en septembre, à fin d'été dernier. Et après, on a 4 maisons sur le modèle T-Study. Et elles ont toutes un petit nom. Donc ici, on a Bleuet, là-bas, c'est Bouton d'Or. Là, c'est Coquelicot et là-bas, il y a Capucine. Au départ, Aurélie Moy rêvait d'une tiny house seulement pour elle. Et puis le projet de partager ce mode d'habitat a germé. Sur un terrain appartenant à son père, la jeune ingénieure spécialisée en développement durable a installé ses mini-maisons pour montrer que l'on peut vivre autrement. On a le petit coin salon ici, avec des rangements ici pour mettre ses chaussures. On a des rangements supplémentaires ici sous le canapé. Les escaliers pour monter à la mezzanine, c'est aussi des rangements cachés un petit peu partout, une penderie. Moi, je m'inscris vraiment dans cette démarche minimaliste de montrer qu'on peut vivre très bien et très heureux dans un petit espace où on n'a vraiment pas besoin d'accumuler plein de trucs matériels, qu'on peut avoir une vie riche d'autres choses que d'aller consommer, aller faire du shopping tous les week-ends. Maïwen Ferrec a emménagé la semaine dernière. Entre un T2 en centre-ville et cette tiny house à 20 minutes en bus de son école, elle a choisi l'esprit cabane de la maisonnette. Je ne connaissais pas du tout le concept, mais quand on me l'a proposé, j'ai pas hésité, quoi. Dès que je l'ai visité, c'était vraiment le feeling. C'est tout neuf, on sent, ça fait aspect petit chalet en fait. Et on est tranquille, c'est au calme. Et voilà, pour étudier, c'est parfait. 460 € par mois, tout compris pour 14 mètres carrés essentiels. Le succès est au rendez-vous. Les tiny house ont été loués en quelques jours. Le petit village de Saint-Brieuc devrait s'agrandir dans les prochains mois. Ben voilà une belle initiative comme solution au problème du logement étudiant. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, les amis. Bah oui, on se quitte. On se retrouve demain à 10h45. On parlera entre autres de la maladie d'Alzheimer, de cinéma et d'enchères. Dans quelques instants, retrouvez votre série Itinéraire Bretagne sur la vallée de la Vilaine. Laïla Agoram et Éric Pinault se sont intéressés aux régates rennaises. Voilà, puis ce sera l'heure de votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Kenavo.